Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et pour cette fois, j'ai envie de vous présenter un dossier que j'ai dû présenter à l'oral pour l'université, mais que j'avais envie de vous proposer aussi, car étant dans la veine des idées de la chaîne. C'est parti. On pourrait penser que les mouvements naissent, vivent, meurent et laissent place d'un coup d'un seul à un autre mouvement plus nouveau. Pourtant, il n'en est rien. C'est ainsi que, dans l'essoufflement d'un mouvement en déclin, on peut voir certains artistes se permettre de partir à la recherche d'une rénovation, voire même d'une inspiration libérée des carcans du vieux mouvement, afin de créer un terreau fertile pour que puisse apparaître le nouveau et qui deviendra la modalité de la nouvelle époque. De cette manière, au XIXe siècle, adviendra celui qui renouvellera le romantisme, arrivant dans son automne des idées, et s'en détachera même au fur et à mesure pour permettre à un mouvement, le parnassien, ou plus précisément, permettra de faire naître divers mouvements sous l'époque qu'on peut nommer la modernité. Ce fait s'établit alors aux environs des années 1830, qui semble être une date clé dans ce déclin de mouvement que notre homme va nourrir toute sa vie et que nous allons voir au fil du temps et des mouvements dont il s'inspirera. J'ai nommé Baudelaire. Bien sûr, je me cantonnerai ici à la France et au genre de la poésie pour éviter de trop grands écarts sur le sujet qui me semble très vaste en réflexion et en information. L'automne du romantisme. Avant de parler de Baudelaire et du genre propre à sa plume, il nous faut ceci dit parler du romantisme, ou plutôt de son déclin qui, au début du XIXe siècle, se fait ressentir. Mais avant que cette fin qui s'annonce advienne, les poètes qui se disaient romantiques semblaient vouloir retenir l'art des littérateurs d'avant, comme Ronsard ou Racine par exemple. Tout ça parce qu'ils ne savaient pas ce qui pouvait advenir durant cette période de bouleversement entre la Révolution de 1789 et la révolte des Canuts de 1833. Ainsi pourrions-nous brièvement définir le romantisme comme ayant une part de confidence personnelle, mais aussi ayant une autre part, celle de l'utilité, en faisant un instrument au service des idées, un moyen d'agir sur les hommes. Nous le verrons bien avec Alphonse de Lamartine, par exemple, qui usera de la poésie pour servir ses idées. Alfred de Musset, quant à lui d'ailleurs, qui put être romantique, disait « L'art peut se passer de perfection technique pourvu qu'il nous émeuve ». Et nous reviendrons plus tard sur cette idée de technique. Mais ne brûlons pas les étapes. Le romantisme baudelairien. Durant ce début du XIXe siècle, Baudelaire connaît une vie dissolue à Paris, prenant part à des révoltes et des émeutes en 1834, mais aussi ayant des relations ça et là avec certaines femmes, et deux surtout. De là, Charles prendra quelques effets du romantisme pour ses poésies, comme l'égotisme, l'effusion et le pittoresque, insufflant alors dans ses poèmes intimité, spiritualité, couleur, modernité, aspiration vers l'infini, mélancolie. En bref, il créait ce qui deviendra son spleen et idéal. Mais le romantisme de Baudelaire s'inspire aussi des traductions et des lectures qu'il fait de Edgar Allan Poe, qu'il appellera même son frère d'esprit. Surtout, il se servira, ceci dit, de ses déboires amoureux et sexuels, notamment vécus avec ce qui sera sa femme Jeanne Duval, pour servir à ses poèmes. Il dira même dans ses journaux intimes que l'amour c'est d'abord la débauche, puis une honte, ensuite c'est aussi la dépendance, mais c'est surtout la maladie. Puisque Charles contractera la syphilis qui deviendra alors jusqu'à sa mort le symbole de sa malédiction. De cette manière, l'amour c'est aussi et surtout la destruction, et ses poèmes le retranscrivent très très bien. Quoi qu'il en soit, avec tous ces faits, le poète débute ainsi en s'inspirant grandement du romantisme et en le faisant sien. Cependant, il ne fera pas que cela, et bien que le romantisme lui fût un cadre plaisant, il aimera tout aussi bien s'en écarter et user d'autres artifices, à comprendre d'autres mouvements ici naissants qui lui permettront d'élaborer son propre genre, la poésie baudelairienne. Le baudelairien. Dépolitiqué, antidémocratique, antididactique, se disant maudit et vivant un amour aussi maudit que toxique, Charles Baudelaire usera de son propre genre poétique propre à lui-même en y insufflant la fatalité, la déception et la perdition, et qu'on appellera plus tard la poésie baudelairienne. S'inspirant de ceux qui furent ses maîtres et modèles, c'est-à-dire de Théophile Gautier avec ses comédies de la mort, d'Albertus d'Espana, mais aussi de Sainte-Beuve dans ses sonnets et stances, notre poète traversera son époque et trouvera même quelques expédients dans 3 mouvements pour parachever sa poésie. Le satanisme.
Déjà, il faut dire que le mot satanisme serait, semble-t-il, de création récente. Ignoré par le lettré, il n'apparaîtrait selon le grand Robert qu'en 1862 avec une référence à la sorcière de Michelet. Mais ce nom, qui ne fait guère référence au culte comme on peut l'entendre aujourd'hui, va grandement inspirer Baudelaire, qui en fera sa poésie au début de sa carrière. Ainsi, il rencontre le mal dans la vie intérieure quotidienne de l'homme, dans le nœud des pulsions premières, dans l'amour sous toutes ses formes, et dans la destruction et la mort dans tous leurs aspects. Et en effet, le satanisme, ce n'est rien d'autre en littérature que d'extraire la beauté du mal, en faire son masque. Poète du péché, c'est ainsi que la pensée de Baudelaire, dans toute son impuissance, aurait pu se dire que ce n'est pas le mal que nous faisons qui nous donnerait le sentiment d'être coupable. C'est au contraire notre sentiment de culpabilité qui nous pousserait vers le mal. Et par ce parallélisme, Baudelaire se permet d'écrire en des sortes de suites d'illumination et d'obscurcissement. Et c'est fort intriguant que Charles use de ce côté éclairé quand on connaît les éléments invariants du satanisme. En effet, les auteurs magnifient Satan, ou modèlent à son image des héros révoltés qui veulent faire entendre leur protestation, contre un ordre social jugé inique, c'est-à-dire injuste, contre une morale hypocrite ou oppressive, contre une religion qui dégrade le sens du sacré, contre une esthétique qui a besoin de traitement de choc pour sortir du prosaïsme où elle s'enlise, surtout en cette fin de siècle. Les auteurs permettront même aux artistes les plus doués de projeter des rayons splendides, éblouissants sur le Lucifer latent qui est installé dans tous les cœurs humains, comme le dit si bien Baudelaire dans l'art romantique. Demeurera, quoi qu'il en soit, l'idée qui affleure çà et là tout au long du XIXe siècle que l'artiste a part lié avec le diable. Mais Baudelaire se dirigera très vite vers un autre mouvement et se verra même confondre ce dernier avec le suivant. Le symbolisme. Composant des œuvres et d'autres pièces avec des correspondances, des analogies, des symboles qui parlent et des allégories, voire ce qu'on peut appeler même une forêt de symboles, le fameux symbolisme dont on prie Baudelaire, qu'il nous éclaire d'un certain fanal quant à la virtuosité de sa plume symboliste, se verra un temps habité par la religion de l'art. Mais ce serait trop dire, car il faudrait plutôt dire la vérité de l'art, ou encore même la sainteté de l'art, du moins en ce qui concernait la vision que Baudelaire portait à ce mouvement. Ceci dit, Charles découvrit un troisième mouvement naissant qui l'aidera, au moins pendant un temps. Le surréalisme. Univers de la mémoire, de l'horreur transformée, du regret, du recommencement éternel, lorsque Charles découvre cet espace, il y introduit dès lors ses rêveries, son inconscient, ses voyages, mais aussi son opium et son hashish. Il exagère et dramatise bien sûr les traits lorsqu'il écrit ses pièces, et ainsi oscille entre tous les mouvements susnommés et crée son propre style, d'un côté au fil du symbolisme avec Mallarmé, d'un autre du satanisme, et c'est ainsi qu'il deviendra comme précurseur de l'approche de ce même surréalisme littéraire à peine naissant. Avec tout ce terreau très fertile et le climat de son époque, aidant sa peinture voire même sa sculpture littéraire, Baudelaire rendra alors son œuvre la plus grandiose. Les Fleurs du Mal, œuvre modèle. C'est ainsi qu'en 1857 naît réellement l'œuvre qui sera le modèle et la mère de toutes les poésies qui lui succéderont, Les Fleurs du Mal. Devant s'appeler à l'origine avec un titre pétard, Les Lesbiennes, on leur trouvera ensuite le nom plus mystérieux des Limbes. Mais trop mystique, on décidera d'un titre autant pétard que mystérieux, Les Fleurs du Mal. Tandis que la maquette des Limbes penchait davantage vers le spleen, la mélancolie, le recueil de 1857, lui, rééquilibrera l'ensemble. En effet, car si précédemment les recueils de poèmes ne rassemblaient que des pièces éparses, pour Baudelaire, chaque pièce de son recueil est à sa bonne place. D'un fait sans précédent alors, on voit apparaître une architecture d'œuvres poétiques. L'œuvre est comme construite. À l'intérieur, on retrouve des pièces au style puissant et strict, comme le sonnet, qui seront d'ailleurs plus tard un germe propice pour les décadents, dont nous reparlerons un peu plus loin. Pour en revenir, ceci dit, aux Fleurs du Mal et au genre baudelairien, ce qu'il le qualifiera vraiment, c'est l'effusion, la liberté et surtout la mélancolie, qu'il appelle comme en anglais le spleen, désignant à l'origine la rate, le lieu où devait se loger la bile noire, aussi nommée l'atrabile, une des 4 humeurs dans la médecine antique et médiévale.
Notons qu'à l'époque de Baudelaire, la publication du recueil fera grand tapage et sera condamnée la même année, devant censurer certaines pièces qui déséquilibrera ainsi toute l'œuvre. Mais bien que la volonté de Charles ait entamé, les Fleurs du Mal auront droit à une nouvelle et énième publication en 1861, augmentée de 35 nouvelles pièces. Voici pour goûter, si je puis le dire ainsi, puisqu'il usait des 5 sens pour écrire ses poèmes, le spleen. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon, embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la nuit étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. La modernité. Après que le recueil des Fleurs du Mal de Baudelaire fut un petit succès, le romantisme était donc prêt à être inhumé. En effet, les nouveaux poètes et littérateurs se détournèrent du romantisme pour ce qui s'appellera le parnassien. Et justement, parlons-en de ce parnassien. Le mot Parnasse viendrait du latin Parnassus, emprunté lui-même du grec Parnassos, qui désignait la montagne de Phocide à 2 cimes, qui était le séjour d'Apollon et des Muses. Dans notre langue française, ceci dit, il serait attesté dès 1660 dans l'expression « monter au sommet du Parnasse » qui décrivait, semble-t-il, le fait de écrire des vers, comme on peut le lire dans Satire de Nicolas Boileau, mais aussi en 1665 dans l'expression « maître du Parnasse » pour désigner les poètes accomplis. On comprendra alors plus aisément qu'en 1866, certains poètes firent de ce terme le nom de leur école, le Parnasse, dans le titre de leur périodique le Parnasse contemporain. Transformant le pittoresque romantique dans le sens où le descriptif ne relève plus véritablement du visuel mais plutôt du littéraire, les Parnassiens faisaient alors la reconstitution en s'appuyant sur un travail de documentation, lecture ou étude des œuvres d'art, qui débouchait généralement sur la pratique de l'ekphrasis, c'est-à-dire une description détaillée d'un objet, et de l'épithétisme, c'est-à-dire l'accumulation d'épithètes. Ainsi, le Parnasse agissait avec bon nombre de métaphores ayant tendance à recourir aux comparants les plus solides, le marbre et le métal par exemple, et repenser aux poèmes de l'horloge de Baudelaire. Mais il y a aussi chez eux cette sublimation du réel, ce refoulement du féminin. La peur du féminin et son refoulement aboutissant même à une pétrification généralisée, le figement de la femme dans le marbre n'étant plus que le symptôme d'une angoisse masculine à l'origine de tout un projet poétique qui pourrait s'inscrire sous le signe de Méduse. Lorsqu'on cherche alors à définir le Parnasse, on en arrive très vite à convoquer une certaine notion de rigueur. En effet, les Parnassiens, on le sait, furent souvent appelés les impassibles, mais aussi les formistes, pour leur obsession de la forme et cette gymnastique prosodiste et leur impassibilité qui les fera donc créer de l'art pour l'art, en prenant souvent une référence antique. Qui plus est, dans le débat concernant d'ailleurs les sources des poèmes de génie, on a vite supposé, nous écrit Francis Vincent dans son livre Les Parnassiens publié en 1933, que selon les Parnassiens, on devient poète, tandis que selon les romantiques, on le naît. Mouvement de réaction contre le romantisme, comme on l'aura compris, et comme le romantisme avait été lui-même un mouvement de réaction contre le classicisme, le Parnasse se munissait des éléments invariants suivants, puisqu'il fut descriptif, nature, œuvre, être vivant, civilisation même, sculptural, impersonnel, désintéressé, tout entier dominé par la préoccupation de la technique et de sa forme, les rimes, le style, la versification, et qu'il fut historique, mythologique et géographique. Du reste, ce serait par le biais, entre autres, des poèmes dans Les Orientales de Victor Hugo que pourrait se reconnaître et se définir la doctrine du Parnasse, en parallèle de quelques poèmes baudelairiens du genre. Prenons alors pour illustrer cet élan parnassien le poème de Victor Hugo, Les Djinns, dont la structure parle d'elle-même.
Mais plus encore, les Parnassiens sont aussi des poètes qui prennent la poésie comme un patient travail et veulent vivre dans les affres du style. Pour eux, il faut prendre le temps qu'il faut, même si cela doit prendre 10 ans pour écrire un poème. Du reste encore, Verlaine rendra lui aussi compte parfaitement de ce que pouvait être le Parnassien à son époque dans ses poèmes saturniens, dont voici un extrait fort à propos. Ce qu'il nous faut à nous, les suprêmes poètes, à nous qui ciselons les mots comme des coupes et qui faisons des vers émus très froidement, à nous qu'on ne voit point les soirs aller par groupes, harmonieux au bord des lacs et nous pâmant, ce qu'il nous faut à nous, c'est, aux lueurs des lampes, la science conquise et le sommeil dompté, c'est le front dans les mains du vieux fausse des estampes, c'est l'obstination et c'est la volonté. Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'étude sans trêve, c'est l'effort inouï, le combat non pareil, c'est la nuit, l'âpre nuit du travail, d'où se lève, lentement, lentement, l'œuvre, ainsi qu'un soleil. Les décadents et le dandysme. De ce mouvement parnassien découlera donc la modernité, c'est-à-dire un mouvement mené par des artistes qui seront contre le progrès politique et social pour certains et qui se nommeront, ou du moins seront nommés, les décadents. Ces derniers n'envisageaient alors pas l'histoire comme un progrès perpétuel, mais pensaient plutôt le temps sur le modèle du cycle de la vie, progrès de l'enfance et de la jeunesse, apogée de l'âge mûr, puis déchéance physique et mentale de la vieillesse. Ils remettaient ainsi en cause le progrès politique et social que constituait l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Ils refusaient notamment la morale traditionnelle et lui opposaient même des plaisirs corrompus. Cela ne vous rappelle rien ? Bien sûr, le baudelairien. Et en effet, les décadents pourraient se rapprocher du dandysme revendiqué par Baudelaire ou Barbey d'Aurevilly, qui consistait, selon Oscar Wilde, à faire de sa vie une œuvre d'art. Plus que tous les autres genres suscités, les décadents trouveront refuge dans le passé ou dans l'imaginaire, ne se prenant pas au sérieux, et pratiqueront même la blague et la fumisterie par esprit de dérision et de provocation. Leur style pastichera même un vocabulaire précieux, orné de mots rares et un lyrisme empreint de mélancolie. Bref, ce dont Baudelaire appréciait déjà en son époque. Conclusion. Ainsi, romantisme, Parnasse, symbolisme ne sont que des étiquettes qui conviendraient mal à notre cher Baudelaire et aux auteurs de sa trempe, ou, du moins, nous obligeraient à ne considérer qu'un aspect de leur personnalité. Quoi qu'il en soit, Charles, lui, serait le chaînon unique et puissant à travers lequel le romantisme se serait continué et même incorporé à ce qu'il a appelé la modernité, le frisson nouveau. Dans son livre sur les Parnassiens publié en 1933, Francis Vincent écrira quelque chose de plutôt juste, que je ne ferai que citer en guise de première conclusion. En littérature, il n'y a pas de commencement absolu, et rien non plus ne finit radicalement. Les grands courants qui la traversent tour à tour se pénètrent mutuellement et demeurent tout mêlés l'un à l'autre. Mais plus que de mouvements, nous pourrions aussi parler des écoles qui se créaient autour et pour ces mouvements littéraires dans chacun des genres littéraires. Avec un ou deux chefs de file et des disciples, les écoles n'avaient cependant pas de hiérarchie et chaque disciple pouvait être le maître d'autres élèves. François Coppée, en recevant José de Hérédia à l'Académie française, disait déjà « Ce même mot d'école ne vous déplaît-il pas comme à moi, monsieur ? Il implique l'idée de professeur et d'élève, et il ne saurait y en avoir dans le seul des arts qui ne s'apprend ni ne s'enseigne. » En effet, une école en littérature est un groupement dont les membres s'inspirent librement d'une même esthétique générale et se réclament d'un ou de chefs de file qui ne sont pas nécessairement des pédagogues régissant une classe. Voilà donc comment nous pouvons ainsi conclure cette traversée des mouvements littéraires et dont Baudelaire aura été, inconsciemment ou non, un certain trait d'union, voire même l'un des pères propices à la naissance de la modernité. Cette vidéo est donc déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.